d'Émilie Tauby. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Cotes B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cotes B sur Europe 1. Le 26 octobre 2012, Émilie Tauby, 25 ans, tue son compagnon Yann d'une balle dans la nuque, à bout portant. Ensuite, elle traîne le corps jusqu'à la salle de bain de son appartement. Elle enveloppe la tête dans sa poubelle et elle laisse le cadavre par terre derrière la baignoire. Ensuite, elle calfeutre sa salle de bain. Elle en condamne la porte et elle poursuit sa vie comme si de rien n'était. Elle va même à un mariage faire la fête. Émilie Tauby soutient à ses amis et à la mère de Yann qu'il est parti en camion, qu'il a repris sa vie de vagabond comme il en avait l'habitude. Et pendant 3 ans, tout le monde croit à ses bobards. Mais 3 ans plus tard, le commissariat de Vannes appelle la mère. Madame, vous êtes bien la maman de Yann Bachelot-Ourdin? Oui, c'est moi. J'ai pas de nouvelles depuis 3 ans. Comment il va? Madame, j'ai une mauvaise nouvelle. On a retrouvé votre fils. Mais malheureusement, je suis désolé, il n'est plus en vie. Son cadavre a été retrouvé dans la salle de bain de son ex-petite amie, Émilie Tauby. La première impression qu'on a toujours d'un dossier, c'est quand la cliente ou le futur client rentre dans votre bureau. C'est un personnage qui rentre un peu en scène. Et chez Madame Détox, c'était une très grande détresse. Maître Pierre Guillon, avocat de la mère de Yann Bachelot-Ourdin. Parce que Madame Détox, elle est mère d'un enfant, Yann, qui a une vie un peu particulière. Je dirais pas de sans domicile fixe, mais c'est quelqu'un qui vit à la marge. Et donc, il s'était coupé de ses parents complètement, y compris de sa mère qui le cherchait régulièrement. Et un jour, le commissariat l'appelle, elle apprend qu'on a retrouvé son fils, quoi. Et que son fils, c'est un corps momifié depuis 3 ans dans une salle de bain. Vous imaginez le choc. Choc terrible pour une mère. Et je me souviendrai toujours de Madame Détox parce que c'est une femme très digne, mais qui portait le poids de la disparition et aussi quelque part des relations entre guillemets un peu ratées avec son fils, parce que ça a souvent été des rendez-vous ratés. Là, elle avait retrouvé son fils, elle l'espérait heureux, et puis tout d'un coup, c'est la catastrophe. Il est décédé, quoi. Une découverte macabre à Vannes. La police a constaté la présence d'un corps sans vie enveloppé dans un drap de bain dans la salle de bain d'un appartement, celui d'Émilie Tauby, un 2 pièces de 29 mètres carrés. La tête était emballée dans un sac poubelle et le corps reposait en partie sur la baignoire. On ignore pour le moment l'identité du cadavre. Émilie Tauby, elle louait cet appartement et à un moment elle avait décidé de le quitter parce qu'elle avait rencontré un nouveau compagnon avec qui elle s'était installée dans une maison. Mais elle continuait à payer le loyer de cette maison. Et un jour elle ne peut plus payer les loyers parce que ça devenait trop, quoi. Elle ne pouvait pas assumer 2 appartements, etc. Donc le propriétaire décide de faire une procédure pour reprendre son logement. Donc il a la procédure, il est accompagné d'un huissier de justice, il est accompagné d'un serrurier. Le serrurier rentre dans la salle de bain et découvre le corps momifié d'une personne. Tout de suite après, évidemment, on appelle la police, il y a une enquête qui est ouverte, etc. Et on va appeler Madame Tauby, qui, dans un premier temps, dit qu'elle n'a rien à voir avec cette histoire. Et puis, on finira par identifier Yann Bachelot-Ourdin. Bien, Madame Tauby.
Ça fait plus de 20 heures maintenant que vous êtes en garde à vue. Va falloir arrêter de nier, hein. On a trop d'éléments contre vous. Ah, mais je vais tout vous dire. En fait, le jour des faits, on venait de se disputer avec Yann. C'était violent. Et à un moment, il a pris sa carabine et il m'a visé en me criant dessus. Il m'a dit, tu vas voir, je vais te tuer un jour, je découperai tes membres, je les jetterai dans la mer. À un moment donné, Yann a posé le fusil sur le lit parce que son téléphone a sonné. Il avait le dos tourné. J'ai pris la carabine et j'ai tiré. Il est mort sur le coup, hein. Moi, j'ai paniqué. Alors, je l'ai mis dans la salle de bain. J'ai tout calfeutré. Madame Toby, c'est une femme à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession, parce que c'était une jeune femme qui était très avenante, qui était d'un physique plutôt agréable, qui faisait toute gentille, bien intégrée, qui faisait des heures d'assistante maternelle. On n'aurait jamais pu imaginer qu'elle puisse tuer son petit ami et puis de cacher le cadavre de ce petit ami pendant 3 ans dans la salle de bain de son appartement, ça c'est sûr. Quand j'étais à la reconstitution de cette scène, j'ai été interpellé par le comportement de cette femme qui est plutôt chétive, hein. C'est quelqu'un de plutôt froid, hein. Et moi qui suis sensible aux émotions, j'avoue que j'étais interpellé sur le fait qu'elle n'avait pas conscience qu'elle avait tué quelqu'un. Elle a ce réflexe où elle s'organise pour dire je dois traîner le corps et je le mets dans la salle de bain pour pas qu'on le découvre, quoi. C'est là où on peut voir le docteur Jekyll et Mr. Hyde, c'est qu'à aucun moment elle n'a le réflexe d'aller au commissariat de Vannes pour dire j'ai fait une connerie. Elle tue Yann et le week-end arrivant, elle part chez sa cousine où il y a la soirée entre filles avant le mariage, où elle va choisir la robe de mariée de sa cousine, où elle fait la fête. Et il y a des photos d'elle, elle était capable de sourire. Code B18. Expertise médico-psychologique du professeur Loïc Villerbu. Dans les faits racontés par Émilie Toby, elle se cherche un scénario plausible et en même temps, elle peut douter de ce qui s'est passé. Elle ne peut pas croire à ce qui s'est passé, ne voulant pas y croire. Émilie Toby laisse tout en attente. Attendre et voir sont des processus défensifs. L'objectif consiste à éviter ce que l'on pourrait penser d'elle. Tous les témoins disaient que c'était une femme parfaite. Les petites poupées là, qui ne bougent pas, etc. Quand on dit que quelqu'un est parfait, c'est très dangereux. Comme souvent, Émilie Toby ne ressemble pas à un monstre. C'est une femme bien intégrée, une assistante maternelle plébiscitée pour son bon travail, mais aussi une femme fragile qui émeut son avocat, Maître Olivier Duménil. Toute la presse locale parle de ce dossier de la momie parce que le corps, au bout de 3 années, a été momifié. Il n'y a pas eu d'embaumement, hein. Le fait d'être resté à l'extérieur, le corps est devenu sec. Je crois même qu'on a du mal à savoir immédiatement s'il s'agit d'un homme ou d'une femme lorsqu'on découvre le corps. Je vais la rencontrer à la maison d'arrêt de Rennes pour femmes. Et là, je vois arriver une toute jeune femme. Elle n'a pas 30 ans, elle est grande, elle a les cheveux clairs, elle est élancée, c'est une jolie fille. Et j'ai l'impression que je rencontre une personne qui n'a pas sa place en maison d'arrêt. Lorsque je vois cette jeune femme
toute fraîche, qui a un physique tout à fait classique. Elle n'a pas le profil pour être incarcérée, elle n'a pas le profil pour être poursuivie pour des faits de cette nature. Et ça va se révéler dans tous les entretiens que nous allons avoir. Il y a chez elle, nonobstant les faits qui lui sont reprochés, de la douceur. Il y a chez elle véritablement de l'humanité. Ça peut paraître curieux eu égard aux faits qui lui sont reprochés, mais elle aime son prochain. Code B6, expertise psychiatrique du docteur Hélène Sprier. Émilie Tauby grandit en Loire-Atlantique. Elle rapporte une très belle enfance avec 2 parents aimants qui l'ont toujours soutenue. Elle n'aurait subi aucun traumatisme. Après l'obtention du bac, Émilie Tauby décroche un CAP petite enfance. Elle intègre l'école d'auxiliaire de puériculture de la Croix-Rouge à Rennes, puis travaille dans un jardin d'enfants à Saint-Gildas-de-Ruys. Elle nous dit « Depuis le collège, je savais que je voulais travailler avec des enfants. Les enfants, c'est joyeux. Les enfants, c'est du bonheur tous les jours. Avec eux, je n'ai pas l'impression de travailler. » C'était une personne qui s'occupait très très bien des enfants. Elle était parfaitement investie, elle les aimait. Elle organisait des goûters d'anniversaire alors que les parents travaillaient. Ils n'avaient pas le temps de s'occuper de ça parce qu'ils avaient des activités professionnelles avec les copains, les copines des enfants qu'elle gardait. Elle animait tout ça avec une grande joie, une grande force et une grande efficacité. Les parents racontaient qu'en rentrant, voilà, tout était clean, les enfants étaient propres, la maison l'était également, tout avait été rangé, voilà. Le jour, Émilie Tauby est une assistante maternelle très appréciée. Mais le soir, une fois chez elle, elle plonge dans la drogue. 4 grammes d'héroïne, plus 2 grammes de coke, tous les soirs. Et comme son job ne lui permet pas de se payer la cam, alors elle trafique. 2 ans avant le meurtre de Yann, Émilie Tauby a été condamnée à 15 mois de prison, dont 1 an avec sursis, avec mise à l'épreuve pendant 3 ans. Elle ne consommait pas du matin au soir et du soir au matin. C'était le week-end, à l'occasion de fêtes, qu'elle prenait des produits stupéfiants. Mais en tout état de cause, jamais ses employeurs n'ont pu dire qu'elle était dans un état second lorsqu'elle a pris ses activités professionnelles. Je pense que, en plus, ça a été une consommation par vagues successives qui va être fonction des compagnons qu'elle aura croisés dans sa vie. Code B18, expertise médico-psychologique du professeur Loïc Villerbu. Émilie Tauby a une première expérience sentimentale à l'âge de 15 ans. Mais l'histoire ne dure pas. À 16 ans, elle rencontre Fabien, avec lequel elle découvre l'héroïne. Ils vivent ensemble 7 ans, avant qu'ils ne soient tous 2 arrêtés pour trafic de drogue. Émilie ne va pas en prison, mais elle a des dettes. Elle doit 6 500 € à des dealers. Dans cette affaire de stupéfiants, elle devait une somme importante à des vendeurs. Et ces derniers venaient régulièrement l'ennuyer jusqu'au jour où elle a rencontré M. Bachelot. Et M. Bachelot a été seul, suffisamment convaincant, avec son arme certes, pour dissuader ces dealers par sa seule présence, ses seules menaces et l'arme qu'il avait en sa possession. Au début, ça la rassure. Professeur Loïc Villerbu, expert psychologue. Ça la rassure dans la mesure où il y avait quand même des menaces physiques et autres. Et lui s'interpose. Et très rapidement, ce que l'on voit apparaître, c'est un système de relations, de contrôle coercitif, de plus en plus élevé, à tel point qu'il ne peut pas supporter qu'elle fasse ou qu'elle ait une initiative en dehors de lui. Et pour asseoir encore un peu plus son autorité sur elle, il y a des coups, il y a des gifles. Yann, on savait comment il était. En fait, c'était quelqu'un qui était de bohème et qui vivait au gré d'un certain nombre de consommations de cannabis notamment. Maître Pierre Guillon, avocat de la mère de Yann Bachelot-Ourdin. C'était quelqu'un qui pouvait aussi s'avérer parfois, de par une surconsommation de drogue, être quelqu'un qui pouvait être violent. Et on savait qu'il détenait au moins une arme. Et on sait que l'histoire de couple, c'était quelque chose de compliqué. Monsieur
Bachelot-Hourdin, c'était quelqu'un qui pouvait être jaloux très rapidement. Et je pense que Émilie Tauby, dans ce couple, vous pouvez être profondément malheureuse. Le climat du couple était particulièrement délétère et violent, hein, et la violence, elle était essentiellement dirigée vers Émilie. Elle narre un épisode où elle a été obligée de rester une semaine enfermée. Il l'enfermait dans l'appartement parce qu'elle avait un œil au beurre noir. Vous savez, maître, j'étais pas libre. Hein. Je pouvais pas partir. C'était impossible. Je pouvais pas retourner chez mes parents. J'avais honte. Ils savaient, pour ma conso de stup. Revenir chez eux, ça voulait dire encore les décevoir. Puis c'était chez moi, c'était mon petit appart que je louais. Donc j'étais prisonnière. Elle le dit elle-même. Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas partir parce que, d'une part, lui, c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement violent et menaçant, qui menace de la retrouver et de mettre peut-être fin à ses jours. Partir très bien pour aller où? Alors effectivement, il y a les parents d'Émilie qui sont en Loire-Atlantique, mais elle ne veut pas les décevoir une nouvelle fois et donc elle leur cache la violence dont elle est la victime. Donc en fait, Émilie, elle est complètement prisonnière. Elle est prisonnière dans son appartement de la présence de son tortionnaire. Il faut quand même appeler un chat un chat. Mon hypothèse de travail, Professeur Loïc Villerbu, expert psychologue. c'était qu'elle ne pouvait pas s'en sortir parce qu'elle était sous emprise. Il n'y avait pas d'issue en quelque sorte. Mais quand je dis il n'y avait pas d'issue, je ne veux pas dire que se servir du fusil, c'était le faire mourir. C'était rompre une situation. Elle n'a pas saisi le moment, c'est le moment qui s'est présenté à elle. Et c'était dans cette scène dont elle parle avec beaucoup d'émotion et qu'on peut parfaitement visualiser, hein, où elle est recroquevillée entre le lit et l'armoire dans ce tout petit espace qui n'est rempli que de violence. Elle n'a pas d'autre choix que de prendre cette arme qu'il vient de poser dans un même trait de temps, tirer. Voilà, c'est pas elle qui a mis une balle dans le canon. Hein. Vous savez, maître, j'étais coincé, recroquevillé près de l'armoire. Il me tenait en joue avec le fusil, il m'a hurlé dessus en me disant « Je vais te tuer, je vais te découper ». J'ai compris à ce moment-là que c'était ou lui ou moi. Le téléphone a sonné, il a posé le fusil sur le lit. J'ai sauvé ma peau, j'ai sauvé ma peau, maître. Mais à un moment dans ce dossier, penser que c'est lui ou moi, c'est faux. C'est faux. Madame Tauby, elle ne pouvait pas apparaître comme la victime, la pauvre biche en plein milieu de prédateurs. Et qu'on était bien sur le fait qu'une femme prend une carabine 22 long rifle pour tuer quelqu'un. On de la raconte, Code B, la suite de votre épisode. Pendant 3 ans, Émilie Tauby a mené sa vie en cachant le cadavre de Yann. Elle a même rencontré un nouveau compagnon qu'elle a amené dans son appartement, là où elle avait dissimulé le corps de son ex. Elle rencontre Cyril, avec qui elle a une aventure. Maître Pierre Guillon, avocat de la mère de Yann Bachelot-Hourdin. Alors que le corps de Yann est dans la salle de bain, elle a une vie amoureuse, y compris intime, avec ce Cyril dans cet appartement. La salle de bain est accessible, elle est calfeutrée, etc. Elle dit qu'il y a une fuite et que ça pue. Elle organisera même une fête. Et c'est là où ça prend des proportions hors normes. Et après, elle quitte cet appartement-là pour vivre avec Cyril. Code B6. Expertise psychiatrique du docteur Hélène Sprier. On révèle chez Émilie Tauby un attrait pour la prise de risque dans ses conduites addictives, dans la transgression de la loi. On observe également une place importante dans son fonctionnement et même une forme de jouissance à dissimuler la réalité. Par exemple, lorsqu'elle évoque ses consommations de drogue, elle dit « Personne ne savait, je masquais, j'étais à l'heure, normal, bien habillé. Mon employeur ne s'en serait jamais douté. »
Alors, ce qui me frappe dans le dossier, il manque plein de choses. Il y a plein de faits, mais c'est plein de trous. Professeur Loïc Villerbu, expert psychologue. Elle n'a pas cessé d'essayer de ne pas voir, de ne pas penser. Ce qui est extraordinaire chez elle, c'est son mutisme. Un mutisme à la fois par rapport aux autres, mais par rapport à elle-même. Elle ne veut pas penser. Quand on fait l'histoire de « je ne veux pas », on retrouve au niveau de l'enfance, de la petite enfance, des cauchemars, des cris, des peurs, dont elle ne parlait jamais non plus à ses parents. Le silence commence. Tout ce qui est de l'ordre personnel, ça fait silence. Ce qui est susceptible d'être communiqué, c'est la performance, mais pas le ressenti. C'est énorme, hein? Alors, elle va donner des raisons. Il ne faut pas que ça sorte, il ne faut pas qu'elle soit questionnée, parce que dans ces cas-là, souvent, elle répond sur un mode impulsif. Elle est coopérante jusqu'à un certain point. Il y a des choses qu'elle n'aborde pas. Tout ce qui est de l'ordre trop intime. Et notamment, quand je travaillerai avec elle, la question de ses relations amoureuses. Code P6, expertise psychiatrique du docteur Hélène Prier. Le parcours de vie d'Émilie Tauby est émaillé de relations affectives instables qui la mettent dans des situations de transgression de la loi, de violence et de rupture sur le plan professionnel. Tout cela est évocateur d'un trouble de personnalité borderline. Il ne s'agit pas d'un trouble psychiatrique, mais d'un mode particulier d'interaction avec son environnement. Une personne qui a ce profil, Maître Olivier Duménil, avocat d'Émilie Tauby. avec cette attirance professionnelle très grande pour les enfants, qui a beaucoup de douceur et qui, paradoxalement, se retrouve dans une situation où elle va donner la mort à quelqu'un, effectivement, c'est borderline. Mais je trouve ça bien beau, moi, de venir qualifier une personne de cette façon-là, une fois qu'on connaît les faits qu'elle a commis. Est-ce que c'est vraiment un borderline? Moi, je ne suis pas pour ce type de diagnostic, de toute façon, enfin, de mon point de vue. Hein. Parce que borderline, c'est à la limite de la névrose, à la limite de la psychose, à la limite de la perversion. Je préfère de beaucoup faire l'hypothèse d'un état psychotraumatique. Ça veut dire qu'il y a une impossibilité de faire du lien. Chacun d'entre nous, dans son enfance, a des choses à dire. Il y a forcément des conflits qui n'ont pas été résolus. Et elle sait, il n'y a rien à voir. Donc elle dédouane toujours l'autre. Non, elle ne veut pas voir. Tel que je la disais, elle ne voulait pas voir pour ne pas mettre en peine l'autre. Et ça renvoie à la notion de clivage. Il y a certaines expériences qui ne peuvent pas être parlées, qui ne peuvent pas être revécues. Madame, vous n'avez jamais été tentée de parler de ce que vous aviez commis? Non. Je voulais protéger ma famille. Je voulais pas les mêler à cette histoire. J'ai essayé plusieurs fois de tout raconter à Cyril, mon nouveau compagnon. Mais non, j'ai pas réussi parce que, pour une fois, je me sentais bien avec lui. J'avais pas d'appréhension. Il n'était pas agressif. Et moi, de toute façon, je savais qu'un jour, j'allais me faire arrêter. Hein. Comment expliquer le déni? Elle avait un véritable amour pour sa famille et qu'elle comprenait bien que, eu égard à la gravité des faits qu'elle avait commis, il y allait y avoir inévitablement des retentissements graves et que ça allait générer une peine immense pour ses proches de savoir ce qu'elle avait été en mesure de faire. Et elle voulait véritablement les préserver. Pendant ces 3 ans, elle aurait pu agir différemment pour véritablement le faire disparaître. Il faut quand même savoir, moi c'est quelque chose qui m'a marqué dans ce dossier, c'est que ce monsieur a disparu pendant 3 années et que, mis à part sa mère, personne ne l'a cherché. Si elle avait véritablement voulu complètement occulter le crime, elle ne s'y serait pas prise de cette façon-là et elle aurait fait disparaître le corps. Bien sûr qu'elle avait un sentiment de culpabilité énorme, énorme.
Dans les actes de procédure, lorsqu'elle est interrogée, bien sûr qu'elle exprime ses remords et elle pleure, elle est bien sûr terrorisée par ce qu'elle a fait. C'est pas un monstre. Si Émilie vous a été décrite comme un monstre, on vous a menti. C'est pas vrai. Six ans après son crime, Émilie Tauby comparaît devant la cour d'assises de Vannes. À bientôt 31 ans, elle risque 30 ans de réclusion criminelle. Son état d'esprit, Maître Olivier Duménil, avocat d'Émilie Tauby. il y avait une certaine dualité entre un grand stress, une grande émotion de se retrouver en public pour cette fille très discrète et de devoir s'expliquer sur des choses pas naturelles. Et à la fois, il y avait une idée de délivrance. Elle était enfin devant la juridiction pour être jugée, et pour elle, c'était en quelque sorte presque la dernière porte qu'elle avait à pousser pour pouvoir se sortir de cette affaire, oui. Mesdames et messieurs, la cour. Elle est bien sûr prise par l'émotion. C'est pas une oratrice non plus. Le fait de se retrouver devant des robes noires et des robes rouges, c'est pas un moment sympathique. Il faut bien le comprendre.